9 mai 776, province de Thrace. Les soldats célèbrent leur victoire. Les pillards bulgares qui terrorisaient la région depuis plusieurs mois ont enfin été repoussés. Ils acclament aussi leur général. Sa bravoure sur leur champ de bataille leur a assuré la victoire. Et il n'est pas n'importe qui. Il est Porphyrogénète, né dans la salle pourpre du palais impérial, fils d'un empereur et bien décidé à réclamer le trône. Dans le crépuscule qui s'abat sur le champ de bataille, ses soldats le proclament empereur des Romains. L'Empire romain d'Orient peut être décrit comme une monarchie absolue stratocratique, qui diffère par exemple d'une monarchie féodale. Monarchie absolue, car le pouvoir est centralisé entre les mains de l'empereur, qui est considéré comme l'élu de Dieu et la personnification de la loi. La gouvernance du territoire est assurée par une bureaucratie importante, et non par une aristocratie noble vassale, comme c'est le cas dans un système féodal. Stratocratique, car l'institution militaire est au cœur de l'Empire, et joue un rôle clé dans l'administration du territoire et la succession impériale. Initialement, le titre d'empereur, ou plutôt son équivalent grec de Basileus, n'est pas un titre héréditaire. Le successeur doit être soutenu par l'armée, le Sénat et, si possible, acclamé par le peuple. Il en résulte une succession assez chaotique, remplie d'intrigues, de complots et de conflits entre chefs de guerre, ce qui confère au vainqueur une certaine légitimité divine, celui-ci ayant prouvé qu'il était l'élu de Dieu. Christophoros parade dans les rues de Constantinople. Ses soldats l'ont imposé comme empereur et le Sénat, qui avait pourtant un autre champion, a été forcé de le reconnaître. Christophoros entrera dans l'histoire comme celui qui a mis fin à la spirale infernale dans laquelle l'Empire était tombé, et a posé les bases de sa reconstruction. Ses campagnes militaires ont redéfini et sécurisé les frontières de l'Empire. Il a repoussé les Slaves hors de Macédoine, et mis fin aux excursions des pilleurs bulgares en prenant le contrôle des rives du golfe de Varna. Il a également poursuivi la réforme du système militaire romain, entreprise à la suite des invasions lombardes et arabes. Le territoire impérial, principalement contrôlé par l'État et l'Église, a été divisé en thèmes, dirigés par des stratèges qui sont des sortes de gouverneurs militaires nommés par l'empereur. Pour pallier aux faibles recettes économiques de l'Empire causées par la perte de l'Égypte, son grenier à blé, l'armée professionnelle financée par l'impôt est remplacée par une armée de soldats paysans, nommés straciotes. Ce sont des soldats qui se sont vus octroyer des terres par l'État en échange de leur service militaire. Christophoros a d'ailleurs entrepris de réquisitionner par la force certains territoires appartenant à des familles nobles afin de les convertir en thèmes, dont les ressources contribuent directement à l'État. Christophoros est aussi celui qui a réaffirmé les ambitions impériales en Italie, en mariant sa sœur au roi des Lombards, mais il n'est pas le seul à convoiter l'Italie. Karl, le roi des Francs, a épousé une princesse lombarde. Leur fils, Théodoric, a les moyens d'être à la fois roi des Francs et roi des Lombards. Un tel empire pourrait bien être capable de rivaliser l'Empire romain et de provoquer un schisme au sein de la chrétienté. Et en 788, l'inévitable se produit. Les troupes franques, commandées par Karl le Grand, ont marché sur Pavie et renversé le roi lombard allié aux Byzantins. Théodoric est placé sur le trône. Le contrôle de l'Italie vient de passer des mains des Lombards aux mains des Francs. Mais le règne du roi franc d'Italie est court, car les espions romains sont déjà partout, et complotent contre lui avec le soutien d'une partie de la noblesse lombarde. 4 ans après son couronnement, il est assassiné sur la route de sa capitale, Pavie. Le pouvoir revient momentanément lombard, dont l'aristocratie demeure très divisée. Aucune des deux puissances chrétiennes rivales n'a réussi à s'imposer pour le moment. Mais les deux souverains mènent aussi une lutte théologique au sein de leur territoire. Karl veut faire disparaître le paganisme germanique de ce nouvel empire. Christophoros veut purifier le christianisme de toute forme d'idolâtrie. Lors d'un concile religieux regroupant toutes les grandes figures ecclésiastiques du christianisme romain, les plus importantes étant le patriarche œcuménique de Constantinople et le pape de Rome, Christophoros fait entériner la condamnation de la production et de la vénération des images représentant le Christ ou la Vierge. La vénération des icônes n'est plus une simple déviance des pratiques religieuses, mais une hérésie. Dans tout l'Empire, des mosaïques, des peintures et des enluminures sont confisquées et détruites, des fresques mutilées et des monastères saccagés. Le pape est fermement opposé à ce mouvement et excommunie le patriarche et l'empereur, qui l'excommunie en retour. Cet événement marque la séparation entre l'Église latine et l'Église grecque. Pour l'empereur, l'intérêt de l'iconoclasme est grand.
Il permet de confisquer la richesse des monastères et de diminuer leur influence sur la population, un préalable à l'élargissement du système des thèmes. L'autorité impériale en est grandement renforcée et l'indépendance de l'Église amoindrie. Si l'armée et la hiérarchie chrétienne est acquise à l'iconoclasme, ce n'est guère le cas du petit clergé et du peuple. Il arrive souvent que celui-ci, exalté par les sermons d'un moine révolté, prenne les armes pour défendre ses icônes. Pour une bonne partie de la paysannerie et de la bourgeoisie, ces icônes ont une valeur sentimentale, et sont même parfois considérées comme des réincarnations des saints représentés et affublés de pouvoirs mystiques. Ainsi débute ce que l'histoire retiendra sous le nom de la querelle des images, une crise qui verra s'affronter les briseurs d'images et les serviteurs des images pendant plus d'un siècle.